Voilà, donc aujourd'hui, le cours porte sur toujours les stratégies de développement. Donc la question qu'on pose est toujours la même, hein. Comment des pays qui sont sous-développés ou qui n'ont pas un niveau de développement considéré comme élevé, comment ces pays peuvent-ils faire pour se développer, pour connaître un développement économique et un développement social. Et l'option de la stratégie extravertie, on peut dire, elle s'oppose quand même à l'option qu'on a vue lundi de la stratégie auto-centrée, de la stratégie, alors on ne dit pas intravertie, on dit stratégie auto-centrée de développement. Donc quand on dit stratégie extravertie, c'est assez transparent, c'est-à-dire que le principe de ces stratégies de développement sont d'ouvrir l'économie au commerce et aux échanges internationaux dans l'espoir d'enrichir la nation, d'enrichir le pays, et que cet enrichissement bénéficie ensuite à l'ensemble de la population euh, par, par l'augmentation des revenus des travailleurs donc du pays et aussi par l'augmentation des budgets de l'État qui lui permettrait ensuite de financer des systèmes de santé, des systèmes d'éducation plus performants. Alors, comme je n'ai pas reçu spécialement de questions par email, hein, je vais faire comme d'habitude, on va développer un petit peu ensemble le cours et puis j'ai quand même programmé aussi une petite lecture de documents pour tout à l'heure. Donc déjà, ça c'est quelque chose que vous verrez plutôt l'année prochaine, hein, mais les effets théoriques, euh, les bénéfices théoriques attendus de l'ouverture au commerce international sont vraiment l'objet de débats entre les économistes. Donc, euh, quand on parle ici de fondements théoriques de stratégie d'ouverture, de stratégie extravertie, il y en a des fondements théoriques, mais c'est des fondements théoriques qui sont débattus. Alors, parce on l'a vu donc lundi, si certains ont choisi un développement auto-centré, c'est parce que au contraire, ils s'appuyaient sur des économistes qui considèrent que l'ouverture internationale n'est pas forcément une bonne idée. Alors rappelez-vous, Singer, Prebisch, avec l'histoire de la détérioration des termes de l'échange pour les pays sous-développés ou en développement, bah, c'est pas une bonne idée de s'ouvrir si on subit, si on vit une détérioration des termes de l'échange. Mais il y a quand même d'autres auteurs qui ont considéré depuis longtemps en fait, hein, que le commerce international était bénéfique et qu'il était bénéfique pour tous. Alors, euh, au départ, il y a un constat qui est aussi un peu empirique, c'est la réussite de certains pays, alors notamment celle du Japon, qui ensuite va être imitée par beaucoup de pays asiatiques, avec la stratégie donc que vous connaissiez peut-être, hein, qui est la stratégie du vol d'oie sauvage. Alors encore une fois, vous ne m'avez pas envoyé de questions là-dessus, donc j'espère que c'était à peu près clair pour vous. Mais la stratégie du vol d'oie sauvage, hein, c'est une stratégie donc d'ouverture au commerce international euh, qui suit ce principe. Au départ, un pays va se spécialiser dans la production pour laquelle il a vraiment un atout spécifique. Donc ça peut correspondre un petit peu à cette idée de avantage comparatif qu'a expliqué Ricardo. Et souvent pour les pays sous-développés ou les pays qui commencent leur développement, c'est le fait d'avoir une main-d'œuvre abondante et qui ne coûte pas trop cher. Donc souvent la première spécialisation, ça va être une spécialisation dans des productions qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, peu qualifiée et pas beaucoup de capital productif, pas beaucoup de technologie. C'est pour ça que souvent ce sont des pays qui ont commencé leur développement avec le textile par exemple. Au départ, le textile ne nécessitait pas un capital productif extrêmement volumineux et par contre nécessitait de main-d'œuvre nombreuse et peu chère. Et ensuite, le but de la stratégie, c'est de développer un excédent commercial avec cette première spécialisation et d'utiliser cet excédent commercial pour investir dans du capital productif plus technologique et pour investir dans le, on pourrait dire comme ça, pour investir dans le capital humain, c'est-à-dire développer des offres d'éducation, des offres éducatives et une politique d'éducation plus ambitieuse. Donc en fait, finalement, on peut considérer que c'est que de l'investissement dans du capital grâce à ces excédents commerciaux, investissement dans du capital productif et investissement dans du capital humain, alors par le biais donc de politiques d'éducation. Et donc on utilise du coup ces investissements dans un deuxième secteur plus technologique. On retire de ce deuxième secteur des bénéfices liés aux exportations. Ces bénéfices sont de nouveau réinvestis dans du capital encore plus technologique et dans une formation encore plus poussée de la population, etc., etc. Et le but, c'est ce qu'on appelle la remontée de filière,
Le but, c'est de partir de produits de base assez simples et finalement d'arriver à la fin à des produits beaucoup plus technologiques et à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Donc, au départ, c'est le Japon, et puis ça a été imité ensuite par les pays comme la Corée du Sud, euh, comme Taïwan, et comme plus récemment des pays comme les Philippines, comme le Vietnam par exemple, hein. Donc c'est vrai que c'est une stratégie qui est au départ plutôt adoptée par les pays asiatiques. Voilà, et la Chine évidemment, hein, à partir des années 80, une fois qu'elle va tourner un peu le dos au modèle communiste pur et dur entre guillemets au départ, hein, avec Mao, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces cours d'histoire de terminale sur la Chine et le monde. C'est vrai qu'au départ, la Chine de Mao promeut plutôt un développement pareil assez fermé, auto-centré, essaie de s'appuyer sur sa propre industrie et sa propre agriculture, et ça change à partir des années 80, où la Chine commence à s'ouvrir aux capitaux internationaux et se spécialise d'abord dans des fabrications plutôt de faible qualité, avec une main-d'œuvre qui est nombreuse et peu qualifiée et peu chère. Et aujourd'hui, la Chine est devenue un pays alors qui continue de produire des produits un peu de toute qualité, mais qui est aussi maintenant passé à de la production de très haute technologie. Alors, sur les fondements théoriques, hein, des bénéfices de l'ouverture au commerce international, je vais pas finalement plus m'étendre que ce que j'ai fait dans le cours. Donc, c'était vraiment pour vous donner déjà les premiers jalons et les premiers noms. Mais tout ça, c'est vraiment du programme de deuxième année. Ricardo, les avantages comparatifs, et théorème HOS. Alors, en fait, Escher, Olin et Samuelson n'ont pas travaillé vraiment ensemble, mais on appelle ça théorème HOS parce que tous leurs travaux, disons, font écho les uns aux autres et finalement ils arrivent à la même conclusion. Et c'est Samuelson en fait qui a modélisé mathématiquement les travaux de Escher et de Olin. Donc, là, on dit théorème HOS. Et alors, dans ces deux modèles, en fait, il y a toujours l'idée d'avantage comparatif, c'est que les pays doivent se spécialiser là où ils ont pas forcément l'avantage absolu comme le pensait Smith, c'est-à-dire être forcément le meilleur que les autres, mais être le moins mauvais dans toutes ses productions nationales. Voilà, normalement, c'est ça l'idée de l'avantage comparatif, c'est que je vais me spécialiser là où je suis dans le domaine national où je suis le plus productif. Et alors, je vous ai remis dans le document 18 une petite planche, deux planches, hein, de la BD Economics qui explique donc les avantages comparatifs chez Ricardo. Euh, Si jamais vous avez cette BD qui vous tombe dans les mains là cet été, peut-être pas forcément l'acheter, mais bon après si vous voulez l'acheter, pourquoi pas, hein. Mais la trouver, l'emprunter quelque part, elle est vraiment pas. Je sais pas si elle est au CDI, sinon il faudrait que je la fasse acheter par le CDI parce que elle est vraiment très pédagogique et elle permet de recouvrir beaucoup de choses qu'on voit dans le programme et de trouver quelques exemples assez originaux. Voilà. Ça peut être une idée si c'est bientôt votre anniversaire. Voilà, il est en train de dire une BD d'économie pour l'anniversaire, c'est peut-être pas super, mais bon, voilà, pourquoi pas. Alors, donc il y a des fondements théoriques, hein, normalement qui expliquent, hein, pourquoi est-ce que l'ouverture internationale est bénéfique. Et en plus, elle est bénéfique, hein, ce que Ricardo explique, si vous avez bien donc relu et recompris la petite BD. Ce que Ricardo explique, c'est que c'est gagnant pour tout le monde. C'est qu'au niveau global, il y a un surplus qui est créé par les échanges internationaux pour tous les pays. Alors, pourquoi est-ce que ces stratégies ont connu un tel succès aussi? C'est parce que empiriquement, elles ont eu l'air de mieux fonctionner que les stratégies auto-centrées. C'est-à-dire que on voit bien dans l'histoire du développement que les pays asiatiques qui ont choisi ces stratégies ont connu une vraie croissance économique assez durable et ont eu des niveaux d'éducation de santé qui se sont améliorés, alors que les pays aux stratégies auto-centrées, ça avait l'air beaucoup moins évident, la croissance était beaucoup plus instable et les paramètres du développement n'ont pas progressé au même rythme. Alors, comme empiriquement ça a mieux fonctionné, euh, les institutions internationales ont considéré finalement que c'est un modèle de développement qu'il fallait alors conseiller si on veut être gentil, imposer si on veut être un peu plus cynique, aux pays en développement qui connaissaient des difficultés. Donc ça, c'est pareil, un épisode de l'histoire économique sur laquelle vous reviendrez beaucoup en deuxième année, qui est la crise de la dette dans les pays en développement dans les années 80. On en avait déjà parlé, et là je réévoque cet épisode qu'il faudra vraiment bien connaître, hein.
puisque ça a été l'occasion justement, cette crise de la dette des années 80, ça a été l'occasion pour le FMI et la Banque mondiale de proposer, mais on peut plutôt dire d'imposer aux pays qui étaient endettés et qui ne pouvaient plus payer leurs dettes, d'imposer des mesures justement d'ouverture au commerce international aux pays qui jusque-là avaient choisi plutôt des stratégies auto-centrées. Alors, notamment tous les pays d'Amérique latine qui avaient plutôt fait le choix du développement auto-centré. Beaucoup de pays africains qui avaient fait ce choix du développement auto-centré vont se trouver, on peut le dire, forcés à partir des années 80 d'utiliser des stratégies extraverties en échange donc de négociation de leurs dettes ou de prêts du FMI pour essayer de régler leurs dettes. Donc là c'est pareil, j'ai pas eu tellement de questions sur ce paragraphe, j'espère que c'est à peu près clair. Pour vous refaire l'histoire rapidement, mais encore une fois vous la reverrez l'année prochaine, ce sont des pays qui s'endettent énormément dans les années 70 parce que malgré tout, on se dit que c'est des pays qui ont encore un gros potentiel de croissance économique, donc les investisseurs qui cherchent à avoir de la rentabilité se disent on va placer notre capital là où il y a des bonnes perspectives de croissance économique. Et en plus, dans les années 70, il y a énormément de liquidités sur les marchés internationaux des capitaux en raison de ce qu'on a appelé les pétrodollars, qui étaient les recettes en fait d'exportation des pays exportateurs de pétrole dans les années 70. Je, je vous rappelle, mais ça vous le savez, hein, 1973, il y a le premier choc, ce qu'on appelle le choc pétrolier. Les prix du pétrole sont multipliés par 3 puis par 4. Et donc tous les pays qui exportent du pétrole se retrouvent avec des masses colossales de bénéfices, d'excédents commerciaux. Et ces excédents commerciaux, en fait, vont être replacés, en fait, vont aller sur les marchés financiers et vont être replacés par les banques, notamment les banques américaines et les banques européennes, dans les pays en développement. Voilà. Ça, encore une fois, c'est vraiment quelque chose que vous reverrez l'année prochaine. Donc, cet endettement explose, ce qui pourrait ne pas poser de problème si la croissance économique était au rendez-vous. Le problème, c'est que cette dette explose à un moment où la croissance va malgré tout avoir tendance à ralentir, on sort des 30 glorieuses, et cette dette explose d'autant plus que les taux d'intérêt du dollar vont augmenter énormément à la fin des années 70 en raison des politiques de lutte contre l'inflation aux États-Unis. Et ces taux d'intérêt du dollar qui augmentent brutalement à la fin des années 70 ont tendance à augmenter le poids de la dette des pays en développement, donc ils se retrouvent pris à la gorge, on peut dire ça comme ça, et qui n'arrivent plus à payer leur dette. Donc, en échange de négociation de la dette, et en échange de nouveaux prêts, le FMI et la Banque mondiale disent OK, on veut bien vous prêter à nouveau de l'argent ou étaler votre dette, mais vous adoptez des politiques structurelles libérales et notamment vous ouvrez votre commerce international. Vous fini les barrières douanières, fini les quotas, fini les mesures, les normes pour limiter le commerce, ouvrez-vous au commerce international. Donc c'est ce qu'on a appelé à l'époque le consensus de Washington, et ce qui existe, qui aujourd'hui a été un peu modifié, mais qui existe toujours. Consensus de Washington, c'est-à-dire pour qu'un pays puisse connaître un développement économique, une croissance économique, puis un développement social, il faut plutôt faire confiance aux forces libérales, aux institutions libérales, donc le libre marché, la libre concurrence, la liberté des actions des acteurs économiques, et il faut laisser tomber un peu l'idée que l'État peut tout organiser, que l'État peut contrôler le développement. Il faut que l'État soit moins présent et les forces et les institutions libérales plus présentes. Mais tout ça est très cohérent si vous vous rappelez tout ce qu'on a dit depuis le début de l'année. On est au tournant de ces années 70 et 80 où les théories de Keynes sont remises en question, où il y a des arguments en faveur d'une intervention moins grande de l'État. Donc vraiment, on est sur ce tournant que maintenant vous devez bien identifier, bien connaître, des années 70-80, ou d'un monde assez stable, où l'économie était assez fortement régulée, on va passer à un monde où l'économie va se déréguler, va se libéraliser, parce qu'on considère à l'époque que c'est la meilleure manière de faire naître la croissance économique et d'encourager le développement des sociétés. Bon, alors, ces plans, ce qu'on appelle donc ces plans d'ajustement structurel, que j'aurais dû mettre au pluriel là d'ailleurs, je montre le pointeur, oui là ça aurait dû être au pluriel, donc il faudra que je fasse la correction. Ces plans d'ajustement structurel, malgré tout, ils ont un bilan qui n'est
qui est souvent contesté par des économistes parfois qui eux-mêmes ont vu leur mise en œuvre, ont participé à leur mise en œuvre, hein, comme Joseph Stiglitz par exemple. Alors, qui est un économiste de toute manière plutôt de la mouvance keynésienne, on pourrait dire néo-keynésienne. Euh, et donc, je vous ai mis les raisons pour lesquelles les plans d'ajustement structurel étaient aujourd'hui contestés. C'est-à-dire que la solution de l'ouverture internationale, elle ne paraît pas non plus si évidente que cela. Alors, les plans d'ajustement structurel ont posé des vraies difficultés dans les pays en développement. Euh, Déjà parce qu'ils n'ont pas réglé le problème de la dette, c'est ce que j'ai mis ici dans le deuxième point. Bon, ça c'est presque finalement le point le moins grave. Par contre, ce qui est plus ennuyeux par rapport au développement, c'est que ces plans d'ajustement structurel, ils ont poussé les États donc à réduire leurs dépenses et à faire le maximum d'économies. Donc en fait, ils ont bloqué pendant très longtemps toutes les dépenses de l'État en faveur de l'éducation, de la santé des populations des pays en développement. C'est pour ça qu'on a parlé de décennies perdues pour le développement dans les années 80 ou dans les années 90 pour certains pays, parce que pendant ces décennies-là, le FMI, la Banque mondiale ont demandé tellement d'efforts d'austérité budgétaire que tous les programmes d'éducation de santé étaient, alors pas réduits à néant, mais en tout cas étaient sévèrement limités. Donc ça n'a pas forcément réglé le problème de la dette, ça c'est une deuxième chose. Et puis ça a considéré ces plans d'ajustement structurel donc que les États devaient se retirer de la gestion de l'économie en fait, ou en tout cas avoir un impact minime sur la gestion de l'économie, alors qu'en fait, ben, les pays qui ont réussi par des stratégies extraverties, c'est plutôt des pays dans lesquels l'État était très présent, qui dirigeait les investissements, qui avaient des politiques éducatives très ambitieuses, qui malgré tout avaient des politiques douanières ciblées pour protéger tel ou tel secteur pendant quelques périodes. Donc, le fait de contester complètement l'État n'était pas forcément une obligation pour le développement extraverti, pour les stratégies de développement extraverti. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Je vais m'arrêter juste une minute pour voir s'il y a des questions sur ce que je viens de dire. Et ensuite, sinon, je vous propose un document à lire qui évoque une autre limite du développement extraverti. Monsieur, Oui, c'est Anaïs. est-ce que vous pouvez donner un exemple, je sais pas si peut-être que vous l'avez déjà fait, mais de plans, de grands plans, s'il y a des noms de, enfin, pas d'organisation, mais d'initiatives du FMI pour aider les pays en développement. Alors, pardon, le son a juste coupé au moment stratégique. Des exemples de grands plans, de quel plan tu parles? De grandes initiatives de financement des pays en développement. Alors, c'est pas tellement le rôle du FMI de faire des plans de financement du développement. C'est plutôt là le rôle de la Banque mondiale. Donc, c'est plutôt la Banque mondiale qui est censé financer le développement. Le FMI, lui, donc ça, c'est plutôt des choses que vous verrez l'année prochaine. Le rôle principal du FMI, normalement, c'est la stabilité du système monétaire international, du système financier international. Donc pourquoi est-ce que le FMI intervient souvent lorsqu'il y a des problèmes de dette euh, des pays et des pays qui ont du mal à régler leurs dettes? C'est que lorsqu'un pays a du mal à régler ses dettes, c'est qu'il y a des créanciers qui risquent de ne plus être payés et ça risque de désorganiser et de fragiliser finalement les financements et la circulation des capitaux à l'échelle internationale. Donc c'est pour ça que le FMI intervient lorsqu'il y a des problèmes de dette. Le FMI, au départ, n'est pas censé être une institution qui s'occupe du développement ou qui finance le développement. Ça, c'est plutôt la Banque mondiale qui le fait.
Et alors, là, pour le coup, la Banque mondiale fonctionne principalement sur le principe du prêt. Donc euh, les pays qui veulent en fait des financements pour leur développement font des demandes de prêt à la Banque mondiale presque comme un particulier, si tu veux, ferait une demande de prêt auprès d'une banque pour financer sa consommation. Donc c'est pareil, la Banque mondiale, alors euh, émet des conseils, émet des recommandations, mais c'est pas elle qui va organiser dans un pays ou même à l'échelle internationale un large plan de développement. C'est à chaque pays normalement d'avoir des projets et ensuite de les faire financer, d'essayer de les faire financer par la Banque mondiale. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Parce que encore une fois, j'ai peut-être pas très bien entendu, ça a un peu sauté ta question. Est-ce que ça répond à peu près à ta question, Anaïs? Oui, monsieur. D'accord. Après, là honnêtement, j'ai pas d'exemple, je veux dire que je pourrais dater précis, chiffré de voilà d'un prêt de la Banque mondiale pour financer un projet particulier, mais ça peut être une bonne recherche effectivement à faire. Donc je veux bien essayer de faire ça rapidement pour avoir des exemples concrets de projets financés par la Banque mondiale, ne serait-ce qu'en partie. Bon, je vais regarder si je peux trouver des choses comme ça. Mathilde, oui, bonjour, je te laisse la parole. Bonjour, désolé, c'est une fausse manipulation. D'accord. Ok. Alors, je vais vous mettre sous les yeux donc un document qui évoque alors des choses pour ceux qui ont déjà vu le documentaire, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entre vous qui avaient déjà répondu au questionnaire de mardi. Pour ceux qui ont vu le documentaire de mardi, ça va peut-être vous rappeler un peu ce qu'il y avait aussi dans le documentaire de mardi. Alors, euh, est-ce qu'on va pouvoir lire tout? Il faut que je mette un peu moins grand. Voilà, là ça va rentrer. Alors je vous montre juste la source et puis après je vous remets le texte. Dans la source du document, c'est un article donc universitaire hein, qui date de 2013 et qui évoque donc ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles. Parfois on dit plutôt en général la malédiction des matières premières. Et donc je vais vous laisser lire ce texte avec la question suivante ou en essayant d'orienter la lecture dans ce sens-là. Euh, Qu'est-ce qui, dans cette malédiction des matières premières, rend la stratégie extravertie, c'est-à-dire la stratégie d'ouverture au commerce international, rend cette stratégie hasardeuse ou en tout cas ne garantit pas le résultat positif d'une stratégie d'ouverture internationale. En quoi la malédiction des matières premières, en quoi ce qu'on appelle aussi la maladie hollandaise, permet de comprendre que s'ouvrir au commerce n'est pas forcément toujours synonyme de croissance et de développement. Je vous laisse regarder ça quelques minutes.
Alors, des propositions. Est-ce que vous avez compris ce concept ou est-ce que vous aviez déjà vu passer ce concept de maladie hollandaise? Pourquoi est-ce que la maladie hollandaise menace finalement le développement des pays qui pourtant euh, auraient apparemment à gagner à l'ouverture au commerce international? Quel est le problème qui est posé par cette maladie hollandaise? Anaïs, oui. Le problème, c'est que lorsqu'une chose est découverte, tout le monde va y aller et tout le monde va chercher à faire ressortir ses profits propres, des profits pour lui-même et pas forcément pour l'État ou une société en particulier. Et du coup, on observe cela avec, c'est ce qu'il dit, les États, au lieu de redistribuer, ils vont mettre dans leur poche, c'est un familier, mais ils vont utiliser l'argent à titre personnel, détourner massivement. Du coup, au lieu de que cet argent sert pour développer l'économie ou bien certaines infrastructures, bah, il va servir à enrichir le pouvoir en place qui, eux, en plus, ils vont garder l'argent et on va pouvoir le redistribuer puisque ça leur assure une certaine place, de rester en place, de rester au pouvoir. Ok, alors ça c'est un problème. Il y en a, il y a à peu près, enfin, on peut dire qu'il y a trois problèmes Beaucoup, posés par cette maladie hollandaise. Et là, c'est un premier problème que tu soulignes, hein. Je te laisse la parole juste après, Alan. Donc le premier problème, effectivement, ça peut être un problème en fait qui est tout simplement on peut le dire, alors pas forcément de corruption, hein, mais d'accaparement de la richesse par une élite politique et économique. C'est-à-dire que les matières premières apportent au pays des recettes d'exportation qui peuvent être parfois très importantes, mais les pouvoirs en place, les pouvoirs, que ce soit les pouvoirs donc politiques ou administratifs, bah, captent la rente, captent la richesse créée par ces exportations et la confisquent finalement, ne la redistribuent pas euh, à la population. Ça, c'est un premier problème qui peut se poser dans cette situation des économies de rente. C'est pas par contre ce qu'on appelle la maladie hollandaise, mais ça correspond à la malédiction par contre des matières premières. Alors Alan, oui, je te laisse la parole pour éventuellement compléter. Oh pardon, je vais reprendre parce que j'avais mon micro coupé. Donc je disais oui, le premier point que tu abordes est bon, Anaïs. Premier problème, ça peut être le détournement, la confiscation des richesses par une élite économique et politique. Alors, Alan, à toi. Je te laisse la parole. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je pense qu'au niveau monétaire, on a une appréciation en fait de la monnaie nationale qui fait que les importations deviennent beaucoup moins chères et du coup l'industrie nationale est défavorisée par rapport aux produits qui viennent de l'extérieur. Oui, alors ça c'est expliqué donc dans ce paragraphe-là que je montre avec le gros pointeur. Donc ça c'est un deuxième problème et ça c'est vraiment le cœur de ce qu'on appelle maladie hollandaise. Donc lorsque on a un secteur d'exportation qui marche très fort et en plus que c'est un produit qui est très demandé au niveau international, il y a un risque, enfin il y a un risque, il y a un mécanisme en fait hein, d'appréciation de la monnaie nationale. Donc ça encore une fois vous le reverrez un peu plus en détail l'année prochaine. Bah, en fait, c'est tout simple, hein. Là, on parle de maladie hollandaise parce qu'au départ, c'était les Pays-Bas qui ont connu ce processus. Si les Pays-Bas se mettent à vendre énormément donc de gaz et de pétrole, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs étrangers qui vont avoir besoin de la monnaie hollandaise pour acheter ce pétrole et ce gaz hollandais. Et si beaucoup d'acheteurs commencent à demander de la monnaie hollandaise, bah, c'est le mécanisme de l'offre et de la demande. Si tout le monde demande de la monnaie hollandaise, le prix de cette monnaie hollandaise va avoir tendance à augmenter. Donc on va dire que la monnaie hollandaise s'apprécie. Et le problème d'une monnaie qui s'apprécie, c'est que euh, le pays a une moindre capacité à exporter et une plus grande facilité à importer. C'est-à-dire que les produits hollandais, du coup, n'arrivaient plus à se vendre à l'étranger et que pour les Hollandais, pour les consommateurs hollandais, c'était plus intéressant d'aller acheter des produits à l'étranger parce qu'ils avaient un pouvoir d'achat qui était important. Donc ça décourage en fait, enfin ça menace hein, l'existence d'industries nationales en dehors du secteur qu'on appelle extractif ou en dehors du secteur des matières premières.
Ça, c'est vraiment le principe de la maladie hollandaise. Et donc, c'est expliqué là dans ce deuxième paragraphe. Donc là, ça veut dire quoi? Pour revenir un peu à mon cours, ça veut dire que lorsque j'ai des matières premières en abondance, j'ai ce problème de maladie hollandaise. C'est-à-dire que mécaniquement, ma monnaie peut s'apprécier et fragiliser le reste de mon économie. Deux, dans des systèmes qui sont pas forcément très démocratiques, la richesse créée par ces matières premières, la richesse tirée des exportations de ces matières premières peut être confisquée par une élite politique et économique et pas redistribuée à la population. Alors, pour ceux qui ont vu le documentaire mardi, par exemple, le cas du Nigeria est assez éloquent. Euh, donc, vous avez vu hein, le, le pétrole au Nigeria est principalement situé dans le sud du pays et notamment dans le delta du Niger et ensuite dans les mers territoriales du Nigeria, pardon, du Nigeria. Et le problème qui est soulevé dans le documentaire, c'est que la- les recettes d'exportation, elles sont gérées par le gouvernement central qui est pas du tout situé dans le delta du Niger, et les populations oui, du delta du Niger, c'est ça, et les populations du Nigeria qui habitent dans le delta ont l'impression de pas du tout profiter de la richesse tirée du pétrole. Donc là, il y a un problème de redistribution de la richesse. Ok, il y a un troisième type de problème, au moins un troisième type de problème qui peut se poser. J'essaie de vous laisser deviner. Il y a un troisième problème lié au développement fondé sur les matières premières. Anaïs, oui? Le problème, c'est que quand on se met développement sur une seule ressource, et en l'occurrence une la matière première, enfin, le coût, enfin, le prix qu'on peut dégager de cette matière première va dépendre, pardon, du cours de la bourse. Et s'il y a un choc boursier ou un choc particulier qui fait que soit la valeur augmente, donc le produit ne se vend plus, ou elle descend et son exploitation ne devient plus rentable, ben, ça va faire que l'économie sera affectée et la rente que les pays vont espérer tirer de ce produit-là, ben, au final, elle est très instable et ne permet pas forcément de faire des plans de développement sur plusieurs années. Voilà, très bien. Donc, effectivement, le troisième problème posé par un développement extraverti fondé sur une matière première ou une rente liée à une matière première, c'est que le cours des matières premières est ce qu'on appelle volatile, hein, c'est-à-dire que parfois, effectivement, le prix a tendance à augmenter, notamment lorsque la matière première est très demandée, mais il peut aussi très bien baisser lorsque la matière première est produite de manière trop abondante ou que la demande de cette matière première diminue. Et dans ce cas-là, les budgets effectivement des États qui sont liés énormément à cette matière première, hein, pour l'Algérie par exemple, c'est parfois jusqu'à 80% du budget de l'État qui dépend des recettes de l'exploitation du pétrole et du gaz hein, en Algérie. Au Venezuela, c'était à peu près les mêmes proportions. Pour ces pays, s'il y a une chute des cours des matières premières, ça peut fragiliser énormément les budgets des États. Donc des États qui peuvent du coup avoir lancé des dépenses importantes parce que le cours des matières premières était élevé et qui se retrouvent quelques années plus tard dans d'énormes difficultés de budget national. Donc c'est ce qui est arrivé au Venezuela hein, à partir de 2014. Alors pour ceux qui ont eu le documentaire, on voit que ça inquiète évidemment les États, hein, enfin que ça touche les États, cette volatilité des cours des matières premières. Mais vous voyez que la start-up aussi, là, dont il est question dans le documentaire, hein, Cosmos Energy, qui finalement se débat pendant plusieurs années pour essayer de lancer une production pétrolière au Ghana. Et pareil, au moment où le pétrole commence à chuter, euh, au moment de la crise financière de 2008-2009, euh, bah, euh, cette entreprise ne sait plus très bien finalement ce qu'on appelle en anglais l'asset, hein, c'est-à-dire l'actif de l'entreprise, que vaut vraiment l'entreprise si le cours du pétrole s'effondre, quoi. Donc c'est un problème pour les États, ça peut être aussi un problème pour les entreprises du secteur, bien entendu. Donc il y a ces trois types de problèmes, hein. Quand on a un développement économique et donc qui est censé ensuite financer un développement social qui est basé sur une matière première et sur l'exportation de matières premières, il y a ces trois types de problèmes. Problème de volatilité des cours, donc des recettes finalement qui sont instables
C'est-à-dire qu'il faudrait être capable dans ce cas-là de profiter des moments où on a beaucoup de recettes pour diversifier son économie, mais ça, tous les pays ne le font pas. Deuxième problème, c'est le problème de la confiscation des richesses. Est-ce qu'il n'y a pas une élite économique et politique qui s'accapare les recettes d'exportation sans en faire profiter le reste de la population? Et le troisième problème, c'est la maladie hollandaise à proprement parler, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on a un secteur extractif qui est très rentable, les investissements vont s'y concentrer et les exportations vont certes se développer, mais le reste de l'économie peut être fragilisé, faute d'investissement et aussi en raison de l'appréciation de la monnaie qui peut oui, mettre en difficulté finalement les autres secteurs industriels en limitant les capacités d'exportation et en facilitant les importations des produits étrangers. Voilà les trois grands types de problèmes du développement extraverti fondé sur les matières premières. Est-ce qu'il